Le seul élément, c'est de se dire, je suis pas tout puissant. Je suis pas tout puissant. Et dès que j'ai compris ça, après, les stratégies, on peut les trouver assez facilement. Et surtout, il faut s'aider d'autres personnes pour les implémenter. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps, en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Moi, c'est pas du tout réel. Je m'en fous, je like tout. You got mail. T'es tellement conditionné dedans, et des fois, quand tu dors, quand tu poses des questions, qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai fait mes plans? Attends, que je repère. Bienvenue sur Et si tu posais ton TED, le podcast où l'on parle d'hyperconnexion, des impacts que cela a sur nos vies et où l'on vient réfléchir à son usage pour adopter des comportements connectés en faveur de notre bien-être. Fini l'aliénation numérique où l'on subit nos comportements automatiques. Au contraire, reprenons des actions guidées par nos intentions. Et pour cela, notre premier invité est Yves Alexandre Thalmann. Auteur de dizaines de livres adressés au grand public, mais aussi professeur auprès d'adolescents, psychologue, conférencier, il alimente également la chronique L'envers du développement personnel dans le magazine Cerveau et Psycho depuis 2019. C'est d'ailleurs suite à la lecture d'un article intitulé Comment résister à la tentation que j'ai décidé de le contacter. Cet article explique que la meilleure façon de résister à la tentation, c'est de ne pas y être soumis, de la supprimer de son quotidien, de ne pas avoir à faire appel à la volonté seule qui est bien trop fragile face à ces tentations. Mais forcément, je me suis interrogée, comment appliquer ce principe à un outil que l'on a en permanence à portée de main ? Je vous laisse maintenant rejoindre mon échange avec Yves Alexandre Thalmann pour comprendre comment résister à la tentation de se connecter. Pendant assez longtemps, on a eu cette illusion, et maintenant on peut le dire, d'une volonté toute puissante. Autrement dit, il suffirait de vouloir pour pouvoir. Du reste, on a ce dicton, parfois on le dit encore, on l'entend, quand on veut, on peut. Mais on sait maintenant que c'est pas le cas. Alors quand je dis on sait, ça veut pas dire que c'est mon avis personnel. Je crois que vous l'avez vu dans l'article de Cerveau et Psycho. En fait, je me base sur la recherche en psychologie. Donc, il y a vraiment, on va dire, des groupes de recherche qui ont mis à l'épreuve ces idées-là et qui ont testé quels étaient les moyens, on va dire, les plus efficaces pour atteindre les buts qu'on se fixe. Ça pourrait être diminuer son temps d'écran, comme tenir un régime alimentaire, comme pratiquer plus de sport, comme se coucher plus tôt, enfin, peu importe le but. Et puis là, on voit que les personnes qui essayent par pure volonté, par force de volonté, on appelle ça chez les anglo-saxons le willpower, la puissance de la volonté, la force de la volonté, en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas à tenir dans le temps la plupart du temps, justement. Pourquoi ? Parce que il suffit qu'on soit émotionnellement perturbé, il suffit que l'on soit fatigué, il suffit que X raisons, tout d'un coup, on dit je vais faire un régime, je tiens, mais je suis invité chez des amis, ils me présentent de la bonne nourriture, puis je me dis ce serait mal poli de pas faire honneur au repas, et hop, j'y vais. Donc, on est très sujet aux aléas des circonstances. Et c'est certainement pour ça que l'on n'arrive pas à, on va dire, domestiquer les écrans. Vous voyez, si au moment où j'enclenche un écran, je me dis a priori, c'est un quart d'heure et pas plus, et quoi qu'il arrive, après un quart d'heure, je stoppe, il n'y a plus de problème. Mais seulement quand on fait comme ça, c'est sûr que tout d'un coup, il y a un message qui arrive, tout d'un coup, je clique sur un lien, il y a de nouveau quelque chose d'intéressant, etc. Donc ça, c'est la partie qu'on pourrait appeler pessimiste. Je vous ai dit que j'enseignais à des jeunes adultes, et je leur dis, de même que je dis aux parents, je dis, le combat contre l'écran est inégal, et non seulement il est inégal, mais il est perdu d'avance. Alors là, j'y vais directement franco. Et je dis pourquoi il est perdu d'avance ? Parce que d'un côté de l'écran, moi, le consommateur, l'utilisateur, j'ai mon petit cerveau de rien du tout. Et je dis la même chose pour les autres. On a un petit cerveau. Mais derrière l'écran, il n'y a pas un petit cerveau. Il y a une armée de cerveaux parmi les mieux formés de la planète, des gens qui ont des prix Nobel en psychologie, en sciences cognitives, etc., des gens qui sont peut-être payés des sommes astronomiques, et il y en a une armée qui travaille pour, le but est uniquement ça, pour qu'on reste un tout petit peu plus longtemps à chaque fois derrière l'écran. Donc, ce serait orgueilleux, j'ai envie de dire, de ma part, de penser que mon petit cerveau est capable de résister à un truc pareil. Autrement dit, je dois me baser sur une autre façon de procéder.
Et puis, quand on fait ça, on se rend compte qu'on n'a pas inventé la poudre, hein, ni celle qui pète une fois, ni celle qui pète deux fois, pour faire un petit jeu de mots, parce que dans l'Antiquité déjà, hein, on avait la solution à ce problème. Et la solution du problème, c'est à travers le mythe d'Ulysse, hein, le navigateur, dans le texte d'Homère, l'Odyssée. Donc, Ulysse revient de la guerre de Troie et il doit passer près de l'île où il y a les sirènes. Et comme chacun sait, les sirènes sont des tentatrices hors pair. Elles ont un chant tellement mélodieux et envoûtant que les marins se laissent prendre et au final, ils sont plus là pour venir témoigner de ce qui s'est passé parce qu'ils sont au fond de l'eau. Donc, ils chavirent. Et puis, Ulysse, qui doit passer par là, il se dit quoi? Il se dit, moi, Ulysse, je suis un héros, je suis quasiment l'égal des dieux. Allez, je vais résister à ces maudites sirènes. Ce qui serait l'équivalent de, moi, je maîtrise mon écran. Non, Ulysse, il prend l'autre point de vue et puis il se dit, si tout le monde avant moi a échoué, il n'y a aucune raison que moi j'arrive. Et il se dit, qu'est-ce que je dois faire puisque je peux pas me fier à ma volonté? Et je sais, j'anticipe qu'une fois que les sirènes vont commencer à chanter, je vais devenir frandingue et j'arriverai pas à leur résister. Donc, je dois m'empêcher de succomber. Et c'est là qu'il a cette idée de demander à ses marins de le ligoter au mât du navire. Et c'est effectivement ce qui arrive quand il entend les sirènes, il devient franc fou, mais il peut pas bouger puisqu'il est ligoté. Donc il s'est protégé contre lui-même. Si vous voulez, il a utilisé sa volonté non pas comme une force d'inhibition, mais comme une capacité d'anticipation. Quand je peux anticiper, je sais ce qui va se passer, alors je peux mettre en place une bonne stratégie. Effectivement, c'est beaucoup plus optimiste comme façon de voir les choses. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi cette histoire de volonté, parce que ça remet, enfin, je veux dire, le fait de remettre le contexte, effectivement, qu'on a un cerveau, mais qu'il y en a une centaine en face qui vont jouer sur nos faiblesses, ce qu'on peut, enfin, la manière dont on va réagir spontanément, nos automatismes et notre construction, ça remet aussi en place cette question de volonté, de comment la mettre, et aussi ça enlève un peu de culpabilité, parce que justement, si on se dit si on veut, on peut, et il y a ce côté, mince, j'ai pas été assez fort, j'ai pas eu assez de volonté, c'est encore ma faute, et il y a de la culpabilité qui peut se créer. J'ai pas été productif, j'ai pas su m'arrêter, je vais encore pas assez dormir, etc. Et donc le fait de remettre effectivement un contexte autour de ces problématiques, je trouve ça plutôt rassurant, et effectivement, on va pouvoir mettre en place une stratégie. Pourquoi est-ce que je veux me déconnecter? Quels obstacles je vais rencontrer? Et comment je vais me prémunir de ces obstacles? Effectivement, trouver une stratégie, devenir un héros comme Ulysse et trouver les petites méthodes pour effectivement anticiper la déconnexion. Est-ce que vous en auriez des petites méthodes comme Ulysse comment on se ligote contre les écrans en fait? Comment on agit? Alors, c'est pas des petites méthodes, c'est des bonnes stratégies qui permettent vraiment de résoudre le problème. Okay. Mais elles ont un coût. Je crois que c'est cette notion-là qui est importante de préciser. Le premier point, comme vous l'avez dit, c'est l'attitude. Et l'attitude, c'est moins tant de devenir un héros que de faire acte d'humilité. Vous savez, le terme humilité, il est certainement galvaudé parce qu'il a des connotations un peu religieuses ou je ne sais quoi. Mais l'étymologie du mot, ça vient de humus, en latin la terre, mettre le genou à terre. Mettre le genou à terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais pas pécher par excès d'optimisme. Je vais pas croire que j'y arriverai alors que jusqu'à maintenant je n'y suis jamais arrivé. Vous savez, c'est comme les résolutions du nouvel an, les bonnes résolutions du nouvel an. Chaque année c'est la même chose et pourtant chaque année on se laisse prendre, j'ai envie de dire bêtement, naïvement, en pensant que cette fois ce sera la bonne. Mais non, si j'ai échoué par le passé, je ne réussirai pas dans l'avenir, sauf si je change quelque chose de substantiel. Donc c'est là où on peut mettre en place ces stratégies. Donc prenons maintenant l'objectif, diminuer le temps d'écran. C'est déjà important de le spécifier parce que pour beaucoup, les écrans sont indispensables maintenant dans la vie. Si je me coupe complètement de mes écrans, je risque de me couper complètement de mes amis, et je ne saurai plus, j'aurai plus leurs messages, je ne saurai plus comment faire, je serai plus invité, etc. Au niveau professionnel, je crois qu'il n'existe pas de profession à l'heure actuelle où on n'utilise pas un écran d'une façon ou d'une autre. Vous savez, c'est comme le régime alimentaire. Ce qui est difficile, c'est qu'on doit manger.
On peut pas, comme par exemple, faire un sevrage à la drogue en disant voilà, la drogue c'est 0 ou l'alcool c'est 0, je peux m'en passer totalement, ma santé n'est pas en danger, au contraire. Mais la nourriture, comme les écrans, à l'heure actuelle, on peut plus s'en passer. Donc, comment faire pour, on va dire, contrôler la consommation, hein, c'est ça l'idée. Donc, on se fixe l'objectif. Et bon, je dois dire que je le fais régulièrement avec des élèves, hein, des étudiants, sachant que dans la gamme d'âge avec laquelle je travaille, on est à 3h30, 4 heures d'utilisation d'écran quotidienne. Hein, au niveau européen, c'est des statistiques. Donc, en Suisse, là où je travaille, c'est exactement la même chose. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand je pose la question aux jeunes, ils me disent que la plupart du temps qu'ils passent derrière l'écran est du temps perdu. Et je leur demande en proportion, et ils me disent, avec 1 heure et demie, j'arrive à faire ce que je dois au niveau de mes études, au niveau de mes contacts, ma vie sociale, ça va. Donc ça veut dire qu'il y a entre 2h30 et 3 heures de temps perdu. Je leur demande en quoi, et puis là, on a l'armée de cerveau des professionnels qui ont fait leur boulot. C'est-à-dire que je regarde une petite vidéo sur YouTube, et puis ah tiens, il y en a une autre qui vient, puis il y en a une autre qui vient, puis il y en a ou bien je vais sur Facebook, ah tiens, il y a un fil d'actualité, puis je suis, et puis en fait, de clic en clic, on passe du temps. Donc, on recadre l'objectif. OK? On peut travailler sur le contexte, puisque je vous ai dit que le contexte jouait un grand rôle et souvent en notre défaveur. Par exemple, ce que l'on peut faire si on travaille sur un laptop, bien sûr un ordinateur, notamment quand il y a des confinements puis qu'on fait du télétravail, hein, ça arrive aussi comme ça, c'est ne serait-ce que de créer 2 bureaux. Vous savez, quand je me log, quand je me connecte à ma machine, tout d'un coup, j'ai pas un système, mais j'en ai 2 en parallèle, et puis je dois choisir soit le loisir, soit le professionnel. Quand je suis sur le professionnel, les icônes m'amenant là où je pourrais être distrait, par exemple les réseaux sociaux, sont inaccessibles, tout simplement. Et puis du côté des loisirs, ben, je peux faire la même chose, mais là, je peux mettre un verrou. Parce que s'il y a des personnes avec un cerveau vraiment, enfin une armée de cerveaux bien développée qui ont mis en place les stratégies de hameçonnage ou de harponnage, il y en a d'autres qui ont trouvé des solutions, ça existe. Donc par exemple, je peux me dire, voilà, je passe 1h30 par jour au maximum sur mon écran, et puis j'installe un verrou, on appelle ça parfois un contrôle parental. Évidemment, je me réfère à la mythologie, Ulysse ne peut pas se ligoter lui-même à son mât. Parce que celui qui se ligote peut se déligoter aussi facilement. Donc, je vais chez quelqu'un de confiance, puis je lui dis, tu verrouilles le système avec un mot de passe. Puis après, vous voyez que mon effort de résistance tombe à 0. J'ai plus besoin de m'inquiéter du tout. J'y vais, et puis après 1h30, ça s'arrête. Et je peux vous dire que ça marche. J'ai des étudiantes qui ont fait ça, et c'était amusant la scène. Préparation pour les examens de baccalauréat, une étudiante me dit, moi j'arrive pas, je suis tout le temps sur les écrans, c'est tout plus fort que moi. J'ai dit, ben voilà, vous allez mettre un contrôle parental sur l'appareil avec l'heure ou la durée d'accessibilité, puis vous demandez à une copine de verrouiller par mot de passe. Et puis elle est venue avec la copine qui a dit, ah, moi je veux faire la même chose parce que j'ai le même problème. Donc les deux se sont échangés leur smartphone, elles ont fait la manœuvre. Et ce qui est amusant, c'est que je les ai revus la semaine suivante. Et puis j'ai demandé, puis comment c'était? Puis alors, un petit sourire comme ça. Puis il dit, bah alors, ça a pas manqué. Le premier jour, j'étais sur mon téléphone et boum, tout s'est arrêté. Puis je dis, bah alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ah, ouais, j'étais pas contente. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et elle me regarde comme ça, puis elle dit, j'ai travaillé. Et ça marche. Vous voyez, j'ai pas besoin de lutter contre mes propres faiblesses, entre guillemets, comme contre la faillibilité de ma volonté. Je peux simplement décharger ça sur le cadre, sur le contexte. Donc, on peut faire ça, mais j'ai d'autres stratégies. J'en ai d'autres. Pour les adultes, et notamment les personnes qui disent, moi, je peux pas mettre un verrou parce que peut-être bien que à la fin de la journée, je recevrai un message très important que je devrais traiter pour mon travail. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre un verrou uniquement sur certains sites, sachant que c'est YouTube ou bien que c'est un réseau social qui capte mon attention, c'est celui-ci que je verrouille avec le temps. Ou alors, on peut faire en sorte de jouer sur les conséquences de nos actes. Vous voyez, le problème, c'est que quand on se laisse aller, on n'a pas à en payer le prix, si ce n'est, comme vous l'avez dit précédemment,
un petit peu de culpabilité, mais ça, on gère, somme toute. Hein, je fais mon régime, je craque, je mange, je me sens coupable, mais je continue quand même. Hein, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un autre site que vous pouvez trouver facilement sur Internet qui vous demande quand même votre numéro de carte de crédit. Faut être clair. Et c'est vous qui déterminez combien vous coûte la minute. Autrement dit, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez mis tous vos réseaux sociaux dans le système, puis vous dites, bon, allez, une demi-heure par jour, ça le fait. Puis après, ben, il vous taxe les minutes. Alors, après, c'est vous qui décidez. Hein. Vous pouvez mettre 1 centime, vous pouvez mettre 1 euro, voire 10 euros. Je peux vous assurer que là, vous vous laissez pas aller plus qu'il ne faut. Hein. Donc, c'est comme Ulysse. Hein. On se ligote soi-même. On fait ce qu'on appelle un pré-engagement. C'est-à-dire que dans le présent, j'anticipe la difficulté future et je contre la difficulté future. Et ça, c'est pas de l'ordre du petit truc, ça, c'est de l'ordre de ce que la recherche nous dit être le plus efficace pour tenir nos objectifs. Par contre, vous vous rendez bien compte que la plupart des gens ne font pas la manœuvre. Moi, quand je propose ça aux gens, ils me disent, ah ouais, ça c'est une bonne idée, ouais, c'est sûr. Ouais, mais j'ai pas besoin de faire ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à se perdre derrière ces maudits écrans. Après, on peut mettre en place d'autres choses encore qui sont pas aussi, on va dire, fortes. Ça, c'est pour les personnes qui doivent vraiment se dégager d'une problématique. Si vous me téléphonez au milieu de la journée puis vous me dites, ah, mais il faudrait ceci ou cela, je vous envoie un mail. Moi, je vous dis, ok, mais la prochaine fois que je lis ce mail, c'est soit ce soir, hein, en 18h et 18h30, soit demain matin, quand je reprends mon travail. Je sais qu'on va dans le sens de plus de disponibilité. Et je me connais, je suis pas mieux qu'Ulysse, hein, quelque part. Si j'ai ça, je vais commencer à les regarder dans la journée. Et non, je protège mon temps, ce qui fait que j'ai plutôt que de simplifier l'affaire, je l'ai complexifié. Et du reste, les études ont montré que les gens qui, dans les tests qu'on fait dans les questionnaires, disent avoir le plus de volonté ou que leurs proches disent avoir de la volonté, sont des personnes qui ont très peu de tentation dans leur vie de tous les jours. En gros, avoir de la volonté, c'est ne pas avoir besoin de l'utiliser, dans ce sens-là. À la fois, c'est très... Pragmatique. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ça, c'est très pragmatique, c'est-à-dire, chaque problème a sa solution, il faut juste trouver la manière de la mettre en place. Après, oui. J'ai toujours ce petit doute sur, vous parliez des adolescents. Effectivement, un adolescent va avoir du mal à se dire spontanément, je prends un smartphone sur lequel je vais pas pouvoir aller sur Internet. Il leur faut le dernier smartphone, le plus performant, quelque chose qui va avoir la 5G alors qu'ils ont même pas de forfait 5G, mais il faut le dernier. Enfin, bref, c'est vraiment toujours plus dans notre société actuelle. Bien sûr. Et pour des jeunes générations, et moi y compris d'ailleurs dans la vingtaine, là je pense à changer mon téléphone et j'ai dû faire un effort mental pour me dire mais pourquoi je regarde les derniers modèles? Ça coûte super cher et en plus qu'est-ce que ça m'apporte dans mon usage? Je vais pas faire des jeux vidéo sur mon téléphone par exemple moi personnellement. Mais voilà, il y a un peu ce paradoxe entre effectivement c'est très pragmatique et ça prouve qu'il y a des solutions. Et oui. Des solutions qui sont contre-intuitives pour la plupart des gens aujourd'hui. Bon, vous dites contre-intuitive. Si on réfléchit bien, peut-être qu'on peut retourner la question. Parce que pourquoi on reste longtemps sur les écrans? Il suffit d'entendre le discours des gens qui proposent ces applications, notamment les réseaux sociaux ou les jeux, et ils mentent pas, ils détournent pas la question, hein, que ce soit Zuckerberg ou d'autres. Ils le disent, notre but, c'est le profit. Nous ne faisons pas de la philanthropie. Ce qu'on veut, nous, c'est, alors je le dis en termes un petit peu plus crus, c'est pomper vos données et vous balancer cette saloperie de publicité qui nous rapporte des milliards. Du moment où je sais ça, je me dis, est-ce que j'ai envie de fonctionner dans la combine? Donc pour moi, c'est déjà clair que toute application gratuite, on est en train de me prendre quelque chose en échange. C'est normal. Chaque travailleur veut, en échange de son effort, hein, de sa production, obtenir quelque chose. Donc, moi, je vous dirais que je n'ai pas de réseaux sociaux. Et pourtant, j'ai une vie publique. Hein, mais par exemple, WhatsApp. WhatsApp, c'est une pompe à données, on le sait. Hein, si je vous envoie une photo par WhatsApp, en fait, je la donne à Mark Zuckerberg. C'est clair. Il peut en faire ce qu'il en veut. Hein.
Donc je ferai pas ça. Et puis il y a plein de gens qui me disent ah mais quand même t'as pas WhatsApp quand même. Puis je dis bah alors essaye de me convaincre. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus avec cette application? Ouais mais tu seras en contact avec. Oui mais j'ai des textos, ça marche aussi. Ouais mais en groupe ça marche pas. Je dis oui bah j'ai vu comment ça marche avec les gens qui le font en groupe. C'est-à-dire que ouais on me fixer en lieu de rencontre avec les amis. Et ça part en cacahuète avec un échange de 150 messages pour au final pas avoir trouvé la bonne. Non, alors moi j'ai d'autres choses à faire de mon temps hein, quelque part. Donc quand on se rend compte qu'il y a une volonté derrière hein, d'abuser de notre temps, hein, de nos ressources, de nos données, ça change quand même un tout petit peu la donne. Après, bien évidemment, c'est cette question d'humilité, hein, c'est de se dire je dois m'aider d'un artifice ou d'une technologie parce que je peux pas me fier à ma volonté. Mais c'est à nouveau, on peut le recadrer, parce qu'on parle des fonctions exécutives hein, dans le cortex préfrontal, donc on va baser plutôt notre travail sur l'anticipation que l'inhibition, que le fait de devoir hein, s'empêcher, hein, tenir avec une main l'autre. Vous pouvez demander. Allez, j'ai lu une interview du fondateur de Weight Watchers pour les régimes. Hein, et il nous dit, c'est clair, c'est net. Tant que les participantes viennent aux réunions, ça marche. Et au moment où elles arrêtent, c'est fini. Elles reprennent le poids. Parce qu'on est comme ça, quelque part. On vit dans un univers où les tentations sont tellement nombreuses qu'on finit forcément à un moment donné ou l'autre par y céder. Par contre, le pré-engagement, hein, ces stratégies où on peut bloquer ou mettre en place la carte de crédit, là, ça marche. Et je peux vous donner un témoignage de nouveau par rapport à ceci. Je suis un étudiant qui a en fait échoué une année, enfin raté une année scolaire et puis qui était en train de répéter. Et puis il vient vers moi puis il me dit mais écoutez c'est terrible parce que je vais de nouveau, je sens que je vais de nouveau rater cette année. Je suis tout le temps sur l'écran. Je perds mon temps sur les écrans. Puis pourtant j'ai essayé. Et je lui ai dit et c'est là où j'ai testé hein, la motivation. Je travaille avec lui sur ce qu'on appelle un travail de maturité. C'est un travail annuel, hein, vraiment d'envergure que doit faire chaque étudiante, chaque étudiant. Et puis, bon, il avait choisi le thème qui était avec moi. Puis j'ai dit, mais vous voulez vraiment? Puis il me dit oui. Et donc là, je dois vous dire que moi, j'interviens pas au début du processus, de façon générale, hein, mais à la fin du processus. Je donne une petite image. Moi, j'interviens sur les ruines fumantes des bonnes résolutions des gens. Quand ils se sont plantés, et je sais qu'ils vont se planter. Il y a pas photo, il y a pas mystère par rapport à ça. Tôt ou tard, ça arrive parce qu'en face d'eux, il y a une armée de cerveaux super bien entraînée, etc. Ok. Jamais au début. Vous voyez la personne qui vient vers moi et qui me dit oh j'aimerais être moins sur les écrans, je dis allez-y. Quand vous serez à votre 5e tentative et puis que vous aurez échoué votre année scolaire, là vous venez vers moi et là je vais vous aider. Et alors là, cet étudiant, je reviens à mon histoire, cet étudiant vient vers moi puis je dis ok, vous voulez vraiment? Et il me dit oui, je veux vraiment. Ok. Alors, combien d'heures au maximum? Il me dit ce que je vais faire, c'est d'abord mon travail scolaire, ensuite les écrans. Ça, ce sera ma condition à moi. D'abord, je finis le travail que j'ai à faire pour le lendemain et ensuite seulement, je vais sur les écrans, peu importe le temps. Mais c'était ça son affaire. Je dis ok, vous avez un témoin. Il faudrait un témoin dans l'affaire parce qu'on va signer un contrat. On signe un contrat, hein. On appelle ça un contrat d'Ulysse. Donc, je dis à la personne, vous avez un témoin? Oui, mon papa sera témoin. Mon papa, en fait, il se fait beaucoup de soucis, puis j'ai déjà raté une année, etc. Très bien. Donc, vous me signez cette affaire, puis maintenant, on met une mise. Donc, il faut augmenter le coût. Et puis, il me regarde, puis il dit, pourquoi ça? Je dis, ben oui, parce que si vous me promettez que vous allez d'abord faire votre travail, ensuite les écrans, puis que vous tenez pas votre parole, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte juste d'avoir un petit moment de mal à l'aise, vous sentir un peu gêné quand vous me le direz. Mais ça, je veux pas, moi, ça m'intéresse pas. Puis là, je lui pose la question. Je lui dis, vous voulez vraiment? Puis il me dit oui. Puis je lui dis, vous voulez vraiment? Puis il me dit oui. Et je dis, voilà le deal que je vous propose. On va le mettre par écrit. On mise votre réussite de l'année. Puis il me regarde avec des yeux comme ça. Et je dis, votre travail annuel, quelque part, c'est nécessaire de le réussir pour passer l'année. Il est sur 100 points, ce travail. On mise 20 points de votre travail de maturité. Et je vous assure, on le signe. Autrement dit, il s'était engagé pour 1 mois. Hein.
Son histoire, c'était sur un mois. Je dis au moment exact où vous enclenchez un écran avant d'avoir fini votre travail, devant témoin, j'en serai informé et vous ratez votre avis. Et vous m'autorisez à saborder votre travail parce qu'on aura signé. Il m'a regardé, et puis il m'a dit oui. Alors, attendez l'histoire. On a signé le contrat, contresigné par lui, moi, mon collègue, professeur, et son papa. Donc, on est sur un contrat officiel, hein, quelque part. On n'est pas sur, oui, on le fait, mais on le fait pas. Non, non. Et puis, les gens me connaissent dans l'établissement. Ils savent que si je signe quelque chose, je le tiens, hein. Et 3-4 jours après, je revois l'étudiant comme ça, puis je lui dis, comment ça va? Et puis, avec un grand sourire, il me dit, monsieur, vous savez pas quoi? Je dis, non. J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie ce week-end. Votre truc là, c'est formidable. Je dis, ouais, attendez, on va regarder. Puis après, c'est là où je reviens sur ce que vous m'aviez dit au début de l'interview. Cet étudiant me regarde, puis il me dit, monsieur, j'ai compris quelque chose. Je dis, oui, quoi? Ben, vous savez, suite à ce qui m'est arrivé l'année précédente, je pensais être un minable sans volonté. Et maintenant, j'ai compris que ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est qu'une question de stratégie. Et donc, ça me renvoie une image de moi nettement plus positive. Vous voyez que c'est très optimiste, cette affaire-là. Ulysse, quand il arrive chez lui, alors là, il est optimiste. C'est le seul à avoir franchi l'épreuve des sirènes, hein, les autres pas. C'est vraiment un super exemple, hyper optimiste, donc c'est vraiment génial de voir qu'en plus de cette déconnexion, cet exercice a permis à cet élève vraiment d'arrêter de se dévaloriser, donc ce qui est un gain encore plus génial, quoi. Et donc de remettre les choses dans leur contexte et de revoir qu'effectivement c'est pas qu'une question d'effort et de volonté. Enfin, ça permet vraiment effectivement d'être plus indulgent avec soi-même, et c'est un gain supplémentaire qui est vraiment génial. Donc effectivement, votre technique, elle marche très bien quand on est allé sur les ruines fumantes, comme vous disiez, qu'on est vraiment au fond du trou. Mais il y a aussi déjà des choses qu'on peut faire avant, comme par exemple enlever son téléphone de son bureau ou de la pièce dans laquelle on travaille, l'éteindre et le mettre ailleurs. On le sait, il y a des études scientifiques qui le prouvent. Garder un téléphone sur la table près de soi quand on travaille, c'est comme avoir un gâteau au chocolat beaucoup trop tentant, c'est impossible de se concentrer, on va être dispersé par les notifications, complètement distrait, c'est la porte ouverte à toutes les distractions, et donc c'est impossible de se concentrer. Là, voilà, c'est déjà une chose qu'on peut faire dans une moindre mesure, c'est d'enlever son téléphone, de l'éteindre, de l'enlever de soi, d'à côté de soi lorsqu'on travaille. Vous allez me dire peut-être que je viens d'un autre univers. Moi, mon premier téléphone portable, c'était en l'an 2000 que je l'ai eu. Mais avant, j'ai vécu une vie sans. Hein. C'était l'époque pré-smartphonique, hein, pour ainsi dire. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que moi, personnellement, j'arrive chez moi dans mon logement. J'ai un smartphone, bien sûr, mais je le pose à un endroit, hein, sur un bureau, puis après, je vais dans mon logement. Donc, ce qui arrive après, je sais pas. Et c'est seulement le lendemain matin que je reprends mon appareil. Bon, j'ai encore une ligne de téléphone fixe, hein, ceci dit. Mais vous voyez, c'est des petites stratégies qui font que je perds pas mon temps sur cet appareil, tout simplement. Puisqu'il n'est pas à ma disposition, comme vous dites, il n'est pas à ma disposition. Puis quand je dis ça, les gens me disent, ouais, mais comment tu fais pour? Moi, je regarde l'heure, moi, je fais 1000 choses. Et je dis, moi je fais pas 1000 choses sur un smartphone. Un smartphone, c'est fait pour normalement téléphoner, puis peut-être consulter, l'écran est tout petit déjà, on se casse les yeux, et consulter de l'information, mais pas pour passer sa vie, pour obtenir l'information et faire 1000 choses. C'est de nouveau une stratégie de ces cerveaux hyper formés, de nous amener à tout faire. On aimerait tout faire maintenant. On peut payer, on peut gérer ses comptes, on peut gérer quasiment sa vie. Ce qui fait que si on perd l'appareil, eh ben, on est quasiment nul, hein, on ne sait pas comment faire, on a perdu une masse de données phénoménale. C'est peut-être ça aussi, se dire qu'on ne va pas réinvestir toute sa vie sur ce petit rectangle bourré de technologie, mais pas une technologie qui nous libère, hein, elle a plutôt tendance à nous asservir. Voyez, avec le pass Covid, c'est intéressant, avec le pass Covid. Moi, j'ai un pass Covid, j'en ai besoin pour mon travail, mais c'est un document que j'ai imprimé et que j'ai plastifié dans mon porte-monnaie. Je sors pas mon appareil.
Vous imaginez si tout d'un coup il est en panne, plus de batterie ou je sais pas quoi, puis que j'ai besoin de rentrer dans une salle de conférence, ça ne le fait pas. Alors quand on me demande le pass Covid puis que je sors mon petit bout de papier, là les gens me regardent bizarrement, mais ça va très bien. Vous voyez, c'est une solution alternative qui marche très bien. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est, bah oui, une fois j'ai oublié mon téléphone, j'ai voulu aller au restaurant, bah voilà, j'ai pas pu. Bah ouais, Donc, ouais, non, mais c'est clair, c'est tout bête, mais on nous a tellement servi sur un plateau cet objet qui a 1000 fonctions que on ne sait plus quoi faire hors de cet objet. On ne sait plus comment faire sans cet objet. Mais encore une fois, comme on disait au début, remettre les choses dans leur contexte. En fait, simplement, on prend du recul, on se rend compte que, bah, voilà, pourquoi est-ce qu'un papier serait moins efficace que qu'une application, quoi. Et puis effectivement, on peut le dégainer, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais un problème de luminosité, de batterie, etc. Donc c'est ça. c'est vraiment plus simple quasiment que de l'avoir sur son smartphone, quoi. On a abordé les questions de volonté, des stratégies concrètes pour se déconnecter. On a compris que voilà que il fallait pas, je sais pas comment dire ça, mais Tout l'effort sur la volonté, hein. voilà, c'est ça, ne pas faire reposer tout l'effort sur la volonté, exactement. Et que voilà, il y avait des stratégies à mettre en place par rapport à tout ça. Donc je trouve que ça donne des pistes super concrètes pour avancer, pour se poser des questions et etc. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter par rapport à la force de l'intention, une idée supplémentaire qui pourrait aider à tenir ces résolutions pour de bon cette fois, comme on disait, plutôt que de refaire toujours les mêmes résolutions et d'attendre un résultat différent? La considération de tout ceci, dans le développement personnel, on a tendance à mettre justement au centre de l'individu sa force, hein, ou son pouvoir, vous disiez la force de l'intention. Dans ma vision des choses, donc si je me réfère aux travaux scientifiques, il n'y a pas de force d'intention, il n'y a pas de force de volonté, il y a uniquement des stratégies, c'est-à-dire comment je fais pour atteindre l'objectif. Et pour ça, il n'y a pas quelque part de suroptimisme à avoir. Il n'y a pas de comme j'ai décidé, je vais y arriver. Il y a simplement de se dire, ok, ben, j'y vais d'abord avec la force de ma volonté. À la fin de la semaine, je me rends compte, j'ai pas réussi à tenir mon objectif. Donc, je réévalue la stratégie et j'arrive forcément à un moment donné à cette idée que je vais me simplifier la vie. Vous voyez, je cherche pas, moi, à me compliquer la vie, mais à me la simplifier. Et c'est là où on arrive à ce que vous disiez tout au début, à savoir c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir à résister. Autrement dit, il est beaucoup plus facile d'éviter une tentation que de résister à la tentation. Je perds pas mon énergie. Moi, d'une part, j'aime pas me battre contre des moulins à vent. Puis d'une autre part, j'aime bien utiliser mon temps et mon énergie pour faire des choses qui m'apportent, hein. Parce que moi aussi, bien sûr, je me suis retrouvé à passer 2 heures à regarder des bêtises de chatons qui se roulent par terre alors pas les chatons qui se roulent par terre parce que j'aime pas ça, mais d'autres choses, bien sûr. Puis après, je me dis, bien la télévision, on peut parler d'écran au sens plus classique, hein. Moi aussi, ça m'est arrivé à passer bêtement, hein, une soirée à zapper d'émission en émission. Puis après, comment je me sens? Je me dis, ben zut, j'ai perdu une soirée, j'aurais pu lire un bouquin, j'aurais pu faire quelque chose d'autre, j'aurais pu discuter avec un ami, mais là, j'ai vraiment passé du temps qui m'apporte pas grand-chose. Donc, je me dis, comment je vais faire à l'avenir? Et là, je mets en place une autre stratégie. Ça, c'est aussi un petit truc pour les réseaux sociaux ou autres. Je vous invite à changer votre mot de passe. À chaque fois que vous changez votre mot de passe, bien évidemment, vous n'allez plus vous en souvenir, puis à chaque fois, vous devez redemander au système qui vous envoie un nouveau message pour réinitialiser, puis à chaque fois, ça vous fait perdre, allez, 5 minutes, et c'est 5 minutes qui peuvent vous sauver, dans le sens où vous dites, ben après tout, pourquoi je vais faire ça? Donc, on va essayer de se mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on se connaît, quelque part. Et au final, on n'a même plus besoin de faire ça, hein, parce que ça devient une sorte d'habitude, et puis on s'est référé au contexte. Hein, si j'ai pas de nourriture sucrée et grasse qui me tendent les bras le soir venu, j'en mange pas. Peut-être qu'au début je me dis tiens, je me ferai un paquet de chips, mais il y en a pas, il y en a pas. Alors est-ce que je vais sortir de chez moi puis non, alors je ne mange pas. Est-ce que je vais non, mon écran est verrouillé, donc il est verrouillé, bien sûr que je pourrais aller sur un autre et puis enclencher puis mais non, je le fais pas. Donc c'est se simplifier la vie. Et comme moi j'aime me simplifier la vie, vous voyez que le seul élément c'est de se dire je suis pas tout puissant. Je suis pas tout puissant
Et dès que j'ai compris ça, après, les stratégies, on peut les trouver assez facilement. Et surtout, il faut s'aider d'autres personnes pour les implémenter. Parce que seul, le combat est quand même inégal, hein, devant les écrans ou derrière les écrans. Super. Du coup, il y a juste une chose que vous avez dit qui m'a fait revenir une dernière question. Oui, C'est au niveau bah justement, vous disiez, il y a des moments où on est plus tenté d'aller vers ces tentations. Si oui, on est fatigué, s'il y a de l'ennui, du stress, qu'on a une oui. grosse journée, est-ce que du coup, faut des fois s'autoriser des moments de respiration comme ça, ou est-ce qu'on doit être constamment dans des stratégies? Est-ce que c'est pas épuisant? D'un côté, si la stratégie est bien faite, ça devient plus facile de ne pas se connecter, mais globalement, je me dis un soir où on est vraiment très fatigué de sa journée et où du coup on va pas avoir l'énergie pour lire, etc. Est-ce que parfois il faut s'écouter et dire bon là je vais aller un peu sur les réseaux sociaux, c'est ok ce soir je me l'autorise. Je pense qu'il y a peut-être aussi une dernière chose à mettre là-dessus. On Oui. parlait d'humilité. Effectivement il y a peut-être des moments où on est humain aussi et où on est fatigué et où travailler encore ou lire encore ou voilà faire encore des efforts le soir alors qu'on a juste envie de céder à ses pulsions. Est-ce qu'il faut les faire ces efforts ou est-ce qu'il faut être indulgent avec soi-même? Bon, alors pour prendre les choses un petit peu légèrement, je vous dirais que ça dépend des pulsions. Oui. Si moi, après une dure journée, j'ai envie de me faire un petit shoot d'héroïne, puis vous savez, je suis humain après tout, et puis ou bien je me fais une bouteille de whisky. Vous allez dire, ouais, non, mais ça compte pas. Ah, voilà, ok. Donc, il y a comment dire, le pendant hein, à voir, hein, le pour et le contre de tout Oui, bien ceci. sûr. Mais alors, qu'on soit clair, quand vous avez dit, oui, alors, est-ce qu'à certains moments, il n'est pas bon de céder à ses pulsions, ou bien, et là, vous avez froncé les sourcils, il faut toujours être dans le contrôle. C'est justement l'inverse. Dans ces stratégies, on n'est plus du tout dans le contrôle. Donc, c'est léger, hein. Parce que on a outsourcé, comme on dit, notre effort de volonté sur le cadre. C'est le cadre après qui soutient. C'est pour ça du reste que c'est plus facile de travailler quand on est au travail que quand on est au télétravail. Hein. Et par rapport à ce que vous avez dit, alors je vous suis totalement. On ne doit pas devenir des machines à tout le temps avoir envie de faire des choses constructives. Loin de là. C'est pour ça que je dirais à une personne qui me dit, moi, je limite l'usage de mon smartphone à un quart d'heure par jour. Je dis, moi, je travaille pas avec vous. Ça n'a pas de sens de le faire. Alors, autant jeter votre appareil, mais alors vous allez vous isoler socialement, hein, parce que vous aurez plus de contact et vous verrez les soucis qui vont apparaître. Donc, c'est pour ça que quand on négociait avec les étudiants, on négociait sur 1 heure et demie, 2 heures, ce qui est pas rien. Hein. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire en 2 heures. Donc moi aussi j'aime bien à certains moments me délasser devant la télévision parce que je me dis j'ai pas d'énergie pour faire autre chose. Mais rien n'empêche que avant d'enclencher la télévision, que je me dise combien de temps. Alors je peux m'offrir la soirée, pourquoi pas. Je peux me dire 1 heure, pourquoi pas. Mais je le décide avant. C'est pas la machine qui décide pour moi. Ouais. Vous savez, c'est comme les séries. Hein. Les séries sont faites pour être addictives. Mhm. Hein, on a le binge watching, hein, comme on a le binge drinking. C'est-à-dire que je me dis, je regarde un épisode de ma série, mais évidemment, au moment où elle se termine et c'est fait pour laisser le point de suspense, je me dis, ouais, allez, encore un. C'est pour ne pas avoir à décider si je regarde un deuxième épisode au moment où j'ai fini le premier. Je le décide avant. Et je peux très bien me dire, ce soir, je me fais une orgie de séries et je me regarde en rafale 5 épisodes. Mais je le décide avant, vous voyez. C'est pas tout d'un coup la machine qui a pris le dessus et puis qui m'amène à faire quelque chose que je vais regretter. Donc c'est tout à fait possible, comme vous le dites, de tenir compte de nos pulsions, de nos envies, de nous détendre ou simplement de nous distraire. C'est ça, on a besoin de se distraire. Mais évidemment, quand on parle de l'hyperconnectivité, l'hyperconnexion, c'est l'inverse. C'est des gens qui chaque soir se laissent aller à leurs pulsions parce que justement quelqu'un est venu les utiliser, les exploiter, les pirater. C'est là la question. Tout à fait. Comment on peut les challenger, ces personnes, pour finir? Ok, alors je propose un challenge, mais faudrait être deux hein, pour le faire. Ok. Et puis, il s'agit de déterminer à l'avance pour le jour qui va suivre combien de temps on va passer sur le smartphone.
Ok. Ok. Donc, moi, je décide par exemple 1h30, vous décidez 1h30. Je vous autorise à venir regarder à la fin de la journée sur l'historique de ma machine combien de temps j'ai effectivement passé, et vice-versa. Mais avant de commencer la journée, on met une mise, parce que c'est là l'histoire du challenge. Alors, par exemple, votre mise, c'est de m'inviter à manger au restaurant gastronomique de mon choix. Donc, un prix exorbitant, hein, pas un petit comme ça. Puis après, on laisse passer la journée. Vous voyez, quand je le fais pour une journée, je me rends compte que si j'ai trop à perdre, à passer trop de temps sur mon téléphone, je vais automatiquement tenir ce que j'ai. C'est toute la question de la procrastination. Hein. On remet à plus tard ce qu'on doit faire jusqu'au jour où on peut pas parce que le délai il est devant notre. C'est-à-dire que ça nous coûterait beaucoup trop cher de dépasser le délai. Hein. On pourrait ne pas passer un examen ou rater un contrat, etc. Là, c'est la même chose. On met une mise. Et si la mise est suffisamment importante, eh ben, ça fait effet. Et je dirais que ce challenge-là permet justement de se rendre compte de l'effet de la mise. Et puis après, on peut réitérer, hein, dès qu'on a compris comment ça marche. Mais c'est sympa hein, de le faire avec un ami. À vous de voir la mise. Hein. Parfois, c'est pas grand-chose. C'est la pizza du coin, c'est pas le gastronomique. Mais quand même, ça fait le levier nécessaire pour le passage à l'action. Oui, puis ça rend l'action ludique. Le fait de la partager, c'est beaucoup plus agréable de se dire, allez, on se lance un challenge entre nous, que de se dire, je dois absolument me contrôler, trouver une solution qui devient plus lourde et pesante. Là, ça rend la chose assez sympa. Ouais, donc c'est un super challenge. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter pour où vous retrouvez un ouvrage que vous voudriez recommander, que vous avez pu écrire? Ce dont on a parlé, en fait, il y a un livre qui le formalise. C'est vraiment un livre qui se veut autant sciences sociales pour les gens qui veulent des références, parce que j'ai mis toutes les références scientifiques, que développement personnel pour les gens qui souhaitent de l'application. Et puis ça s'appelle « Cette fois, c'est la bonne ». Réaliser ses objectifs avec les packs d'Ulysse, c'est chez Jouvence. Mais là, vous trouvez vraiment tous les points à prendre en considération quand on veut implémenter ce type de stratégie dans le moyen et le long terme. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet échange. J'espère qu'il vous aura été aussi enrichissant qu'à moi. Vous savez maintenant que ne compter que sur sa volonté dans les situations d'hyperconnexion n'est pas suffisant. C'est un combat perdu d'avance car les géants de la tech sont des centaines à travailler sur l'exploitation de vos faiblesses pour vous faire consommer toujours plus de contenu. Il faut donc accepter ce désavantage et mettre en place des stratégies adaptées. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode par mail et si tu posais ton tel@gmail.com ou sur le compte Instagram du même nom. Je vous laisse maintenant avec le challenge proposé par Yves-Alexandre Talman et si vous entrepreniez un challenge de déconnexion entre amis avec une mise à la clé.